Elle a marqué l'histoire et fait rêver des millions de personnes. Violette d'Orange est devenue à 23 ans la plus jeune navigatrice de l'histoire à terminer la mythique course à voile du Vendée Globe. Seule, sans escale et sans aide extérieure, comme le veut la règle de la compétition, elle a bouclé son tour du monde en 90 jours, 22 heures et 37 minutes. Alors une semaine après son retour, elle me raconte les coulisses de sa course, son quotidien à bord, ses plus grandes frayeurs dans le Vendée Globe, mais aussi ses plus belles émotions. Je suis très heureux de pouvoir vous proposer cette rencontre. Bienvenue au passage à tous les nouveaux parmi vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce format. Abonnez en podcast sur toutes les plateformes ou encore sur YouTube. Merci pour votre confiance. Je vous laisse avec l'échange. Bonjour Violette. Bonjour. Déjà, merci beaucoup de prendre le temps d'échanger. Merci, ça me fait trop plaisir d'être là. Ça me fait trop plaisir aussi. Franchement, j'ai plein de questions à te poser. Et déjà, je pense au nom de toutes les personnes qui regarderont cette interview ou qui écouteront en podcast cette interview, félicitations pour cette course. Merci beaucoup. Incroyable. Ouais. Je pense, félicitations déjà évidemment pour la course. Merci aussi, je pense, pour tout ce que tu as pu partager. Et je pense que ça a inspiré plein de gens, fait rêver plein de gens pendant 3 mois. Et je pense que tu pouvais l'imaginer peut-être pendant la course. Tu le réalises peut-être un peu plus depuis que t'es rentré. Ouais. Tu as vu un petit peu le monde et tout ça. Déjà, avant de commencer à parler de ton tour du monde, etc., peut-être une question. Comment est-ce qu'on se sent quand on remet les pieds sur terre après 3 mois en mer comme ça ? Mais c'est vraiment fou parce que pendant 3 mois, j'ai été vraiment dans une bulle. J'ai pas vu de visage. Je communiquais assez peu avec la terre, juste avec ma famille très proche. Et du coup, du jour au lendemain, voir toutes ces personnes, c'est incroyable. Et puis, j'avais pas pris l'ampleur de l'engouement sur les réseaux sociaux et tout. Donc, c'est fou. En fait, je pense que vraiment, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, j'étais sidérée de tout ça et j'étais en dehors de mon corps, quoi, sur cette arrivée. C'est vrai que plus largement, est-ce que tu as l'impression que 3 mois comme ça, seule en mer, ça t'a changé ? T'arrives à prendre du recul sur cette dimension-là déjà ? J'ai jamais ressenti la solitude. Je me suis jamais dit, oh là là, je suis seule au monde. Mais par contre, c'est vrai que ça m'a énormément manqué, ma famille, le fait de les serrer dans mes bras, de passer des moments avec eux. Et sur ce Vendée Globe, on vit Noël, le Nouvel An, toute seule en mer. Donc c'est particulier, mais on sent qu'on a les concurrents autour de nous quand même. Et ça, comment tu t'y prépares ? C'est les départs qui sont difficiles, j'imagine, ou qui sont assez vertigineux ? Le départ, c'était hyper émouvant. Moi, j'avais fait, avant le Vendée Globe, j'avais fait 20 jours en mer, au max. Et donc là, c'était... j'y ai pensé toute l'année. Le lendemain du Nouvel An 2024, je me suis dit, oh, c'est l'année Vendée. Et après, pendant toute l'année, je me disais, faut que tu profites de chaque instant. Et en fait, 3 mois, c'est long quand même, 3 mois. Et à la fois, ça passe vite. Enfin, c'est fou. Peut-être ceux qui ne connaissent pas forcément le Vendée Globe, qu'est-ce qui fait que le Vendée Globe, c'est une course qui est particulièrement difficile et assez unique ? Alors, le Vendée Globe, c'est donc un tour du monde en solitaire. On n'a pas le droit de s'arrêter. Et on n'a pas le droit d'avoir de l'assistance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous emmener de matériel, on n'a pas le droit de nous conseiller sur la météo. La seule assistance qu'on a, c'est médicale s'il y a vraiment besoin, ou alors technique s'il y a de la casse sur le bateau. Et sinon, on est seul. On est seul et donc c'est sur des bateaux qui sont inconfortables parce que c'est des bateaux de course, quoi. C'est vraiment faut être le plus rapide possible. On l'a suivi avec tes vidéos. Il y a eu des moments où tu as dû faire des ajustements sur ton bateau, etc. Mais si du coup il y a une assistance externe, est-ce que ça veut dire que la course elle est finie pour toi ? Oui, c'est-à-dire c'est une assistance technique au téléphone. Genre, on a le droit de me dire pour réparer ça, vaut mieux faire ça. Et on n'a pas le droit de me dire arrête-toi et de m'aider à réparer. C'est une course forcément qui est unique, qui est particulièrement difficile. Tu as évoqué la dimension solitaire, parce que c'est une course en solitaire. Sachant qu'il faut aussi le dire, peut-être avant d'entrer dans le détail de la course, vous êtes 40 skippers sur une course comme celle-ci. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, j'ai pas prévu de m'y mettre. Comment est-ce qu'on fait pour faire le Vendée Globe ? Comment est-ce qu'on est sélectionné ? Il faut faire une demande ? Comment ça marche ? C'est un long parcours pour faire le Vendée Globe. Moi, ça fait 4 ans que j'y pense. Et en fait, c'est déjà, il faut trouver les financements. C'est ça le plus dur, c'est qu'il faut trouver des sponsors. Ensuite, il faut trouver un bateau, parce qu'il y en a pas beaucoup. Et moi, j'ai récupéré un ancien. Et puis après, il faut constituer une équipe. Et ensuite, il y a tout le parcours de qualification. Il faut cumuler des milles, donc c'est-à-dire qu'avant il y a plein de courses pendant toute la saison et vraiment le Graal, c'est le Vendée Globe.
Et donc, il faut faire le plus de courses possible pour cumuler des 1000 et se qualifier. Et donc voilà, c'était très, très just. Ouais. Je suis arrivée, en fait, comme mon projet a démarré très tard, je suis arrivée avant-dernière de la liste. Il y a eu 2 concurrents qui n'ont pas été pris pour le Vendée Globe. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait... Ils ont trouvé les sponsors, ils avaient des bateaux, ils ont navigué et ils étaient prêts à partir et ils n'ont pas pu partir. Donc c'était vraiment chaud cette année. C'est la première fois depuis l'histoire du Vendée Globe qu'il y a une qualification aussi dure. La moyenne d'âge, il me semble, pour cette édition, c'était 41 ans. La moyenne d'âge des participants. Et comme tu le sais, ça c'est une moyenne. Donc il y a aussi des personnes qui sont plus âgées qui participent. Là, tu es la plus jeune de l'histoire de la course. C'est vrai qu'il y a eu, je pense, chez beaucoup de gens, ce truc de attends, mais comment est-ce que déjà faire le Vendée Globe, tout le monde trouve ça impressionnant, mais il y a ce truc de comment est-ce que aussi jeune t'as réussi à le faire. Toi, ça a commencé comment? Ça a commencé à quel âge? Et comment est-ce que t'expliques que t'es réussi à y arriver? Alors j'ai commencé la voile très jeune. Et puis, en fait, c'est un parcours qui s'est enchaîné. Je me suis pas dit à 7 ans, je ferai le Vendée Globe et j'ai tout planifié. Mais c'est vraiment, en fait, j'étais sur des petits supports. Donc, Optimist, c'est un bateau qui fait 2,50 m. Après, 420, c'est 4,20 m. Et donc, j'étais en sport-études au lycée. Après, j'ai aménagé mes études d'ingé pour pouvoir continuer la voile à fond et découvrir la course au large. Et en fait, très tôt, j'ai commencé la course au large. Et donc, j'ai commencé à 18 ans, j'ai fait ma première traversée de l'Atlantique. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le circuit pro l'année d'après, en Figaro, ça s'appelle. Et donc, voilà, les choses se sont enchaînées petit à petit. Et en 2020, vraiment, je me suis posé la question, après la fin de ma première année en circuit pro, avec l'équipe, on s'est dit, mais il y a peut-être une option, enfin, peut-être une petite porte qui peut s'ouvrir si on donne tout pour arriver à monter un projet Vendée Globe. Et donc, est-ce que ça te dirait? Moi, bien sûr que oui, ça me dirait. Et donc, voilà, on a monté le projet, on s'est démené. Et franchement, c'était un Everest, quoi, de monter ce projet-là avec l'équipe. Enfin, on s'est dit 1000 fois que ça allait jamais fonctionner parce que on n'a jamais rien lâché, mais le nombre de fausses joies qu'on a tout au long du parcours. Donc, avant d'entrer après dans le détail de la course, ton bateau, c'est aussi un bateau assez particulier parce qu'il a déjà remporté un Vendée Globe. Comment c'est possible? Comment ça fonctionne, tout ça? Donc les bateaux, ce qui est bien, c'est qu'ils vont pas à la poubelle. Enfin, c'est vraiment, les bateaux, ils ont plusieurs vies. Le mien, je crois qu'il a fait 5 ou 6 tours du monde. Et donc c'est un bateau de 2007. Et il a gagné avec Michel Desjoyaux en 2008. Et ensuite, il est passé par les mains de plein de navigateurs. Et ce qui est drôle, c'est que, en fait, c'est vraiment, tout le monde change de bateau dans tous les sens. Et donc, je sais que sur mon bateau, il y avait des concurrents qui avaient déjà navigué. Et le dernier grand concurrent, c'était Jean Le Cam, qui, sur le dernier Vendée Globe, a fait le fameux sauvetage d'un des marins qui a perdu son bateau, enfin, son bateau a coulé. Et donc, voilà, il y a une vraie histoire. Et Jean Le Cam m'a aidé un petit peu dans le projet, dans le sens où il a bien voulu me le vendre à moi et il y avait 1000 demandes et voilà. Trop bien. Et j'imagine que tu as pu échanger avec lui forcément avant la course. C'est quoi le conseil le plus important qu'il t'a donné avant la course? Jean Le Cam, il donne toujours des conseils un peu drôles, mais vraiment, quand je lui pose la question, je dis... J'ai le souvenir qu'il m'a dit de toute façon, c'est l'inconnu. Super. Voilà. De toute façon, bon courage. Voilà. Ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment c'est dans le sens où même pour lui, quoi, il sait pas ce qui va lui arriver sur ce Vendée Globe. C'est l'inconnu pour tout le monde. Sur les différentes étapes, tu passes donc notamment dans les premiers jours le Cap Finistère. Donc c'est un endroit, on l'a dit, où il y a beaucoup de vent. Tu dis que tu as abordé cette première étape, cette première épreuve, on va dire, de manière trop safe. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel était un peu l'arbitrage et le choix là-dessus? Ouais, en fait, donc il y a vraiment un caractère technologique dans cette course, c'est que à tout moment ça peut s'arrêter parce que on peut avoir de la casse technique. Et donc moi, mon principal objectif, c'était d'arriver au bout de ce Vendée Globe. Et donc je me suis dit, au départ, je pars safe. J'essaye de juste bien faire mes manœuvres parce que quand on a une galère technique, ça peut très vite dégénérer et ça se multiplie, enfin ça peut être vraiment compliqué. Donc je me suis dit bon, je joue safe et je vais monter petit à petit le curseur de risque au fur et à mesure de la course. Et au Cap Finistère, j'ai joué un peu trop safe parce que je me suis dit dès que j'atteins telle force de vent,
j'enlève une voile qui est un peu grande, un peu dangereuse du coup. Et en fait, moi j'ai vu le vent, je dis allez hop, je rentre la voile et en fait j'ai fait toute la manœuvre. Les manœuvres elles durent 1 heure quasiment et une fois que j'ai fait ça, le vent il a baissé. Donc j'ai passé 2-3 heures un peu en mode un peu bon. ça revient là. Tu sais jamais trop. Donc voilà. Oui, tandis que d'autres avaient potentiellement avancé. Forcément. Et en fait, quelques jours après, j'ai appris que les autres, eux, ils ont gardé cette fameuse voile qui s'appelle le SPI. Et il y en a eu 2 ou 3 qui ont éclaté leur SPI dans le sens où ça a explosé tellement il y avait de vent. Donc au final, j'ai très bien fait de jouer safe. T'as fait ce choix sage, mais qui était pour toi de dire tu veux terminer la course et tu veux pas, dès cette première épreuve importante, te retrouver trop en difficulté. Et donc, c'est vrai que d'un point de vue technique, parce qu'évidemment, c'est une discipline sportive, mais aussi technique de façon très importante, tu as parlé un petit peu du fonctionnement des voiles, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui connaît rien, ça peut paraître très... tu as différentes voiles, comment ça fonctionne, comment est-ce que tu choisis l'une plutôt qu'une autre, à quoi elles servent, c'est quoi un peu le fonctionnement? En fonction de la force du vent, et de l'angle que j'ai par rapport au vent, parce que je veux aller à un certain endroit et donc je vais choisir le meilleur angle. Et ensuite, je vais choisir ma voile en fonction de ces 2 critères, force et angle. Et donc, par exemple, si j'ai des vents qui viennent de derrière, je vais mettre des énormes voiles pour avoir de la portance. Et puis si par contre le vent vient de face, je peux pas faire du tout droit parce que sinon c'est comme un drapeau, ça flappe. Mais par contre, je peux faire au plus proche 45 degrés du vent. Et là, je vais mettre des voiles très plates pour faire vraiment de l'aérodynamie comme les avions, quoi. C'est carrément le même système. Et donc voilà, en fonction de ça, je choisis mes voiles. Il y en a 8 à bord. Et donc très régulièrement, il faut faire des changements. Des fois, pendant 3 jours, j'ai pas de changement de voile à faire. Et puis parfois, je dois en faire 3 dans la journée. Donc ça dépend vraiment. Donc il y a une vraie dimension technique. Et c'est vrai que les études d'ingénieur, que tu fais en parallèle, est-ce que tu as l'impression que ça a apporté quelque chose dans ce genre de discipline? Alors, est-ce que c'est sur le fond? Est-ce que c'est plus d'un point de vue de rigueur? Les études d'ingé, elles m'ont plus aidé. J'ai pas fini, hein, mais elles m'aident dans, je pense, à apporter une rigueur d'apprentissage, surtout de se dire. Vraiment, quand je suis arrivée dans le bateau, moi, ce qui m'effrayait beaucoup, c'était l'électronique, parce que c'est hyper spécifique et très compliqué. Et en études d'ingé, parfois, on nous donne un poly avec des cours de maths et on comprend rien. Et puis, il faut se dire, faut rentrer dedans quand même, faut quand même se forcer à étudier. Et c'est un peu ça. Donc, voilà. Ouais, donc il y a quand même une question de rigueur Oui, c'est la rigueur. La rigueur et le fait de se dire, si je comprends pas, faut pas que je m'arrête, quoi. Faut que je continue de creuser. Ça permet de poser une première question, parce que là, on parle déjà des premiers jours. Question très pratique. Comment est-ce qu'on mange quand on est comme ça à bord de cette course? À quoi ça ressemble et comment tu fonctionnes? Parce que tu dois partir avec 3 mois, du coup, de nourriture et de provisions. On mange du lyophilisé. Donc, c'est la même chose que les astronautes. Donc, c'est de la nourriture qui est desséchée, déshydratée. Et on mange ou de l'apertisé. C'est de la nourriture qui est mise stérilisée, mise sous vide, en fait. Et donc, il faut prévoir ça pendant 3 mois. Et ça, c'est un truc de fou, parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on mange pendant 3 mois. Il faut voir les 10 sacs qui étaient préparés. Et puis, il ne faut pas se lasser. Faut trouver l'équilibre. Donc, on a pris une nutritionniste pour faire ça, qui nous a un petit peu aidé. Et puis surtout, Sarah, qui fait partie de mon équipe, s'est occupée de la vitamine. Ça lui a pris peut-être 2 mois. Elle a fait un Excel de 1000 lignes, 1500 lignes, parce que tous les jours, elle notait tout, le nombre de calories. Enfin, c'est un truc de fou. Et il faut penser au poids. Ça et représente c'est bon, ce genre de... c'est énorme. C'est bon ou pas? À force, on se lasse un peu, forcément. T'as fait le tour de certains plats. En fait, ce qui me manque le plus, c'est les fruits et légumes en mer, parce que forcément, au bout, il n'y en a plus. Mais en vrai, ça va. Et c'est vrai que du coup, c'est une organisation qui est particulière. De la même façon, la question de tes affaires, elles sont rangées d'une manière assez particulière. Il y a une question de rangement et de déplacement de tes affaires assez fréquemment. Pourquoi faire? Pour ceux qui ne comprennent pas le principe, pourquoi est-ce qu'il y a cet enjeu-là? Alors, à bord, on essaye d'être le plus léger possible. Parce que tout le poids embarqué, je vais devoir le bouger ensuite dans mon bateau. Et en fait, je dois le bouger en fonction de l'équilibre du bateau. Donc, le bateau, avec les voiles et le vent, il se penche sur le côté. Donc, ça s'appelle la gîte. Et en fait, pour contrer ça, parce qu'on veut qu'il se penche le plus possible, parce qu'on veut qu'il y ait le plus de vent possible, et on met des sacs en hauteur
enfin à l'endroit où on veut rappuyer sur le bateau pour le faire enlever la gîte. Et donc, il faut s'imaginer, j'avais 10 sacs de nourriture donc, qui pèsent entre à peu près 15 kilos à chaque fois. Et pareil, 10 autres sacs de tout ce qui est technique. Par exemple, il y avait un sac de mécanique pour le moteur, un sac de mécanique pour les voiles, etc. Et tout est on se demande, des fois on est là, est-ce qu'on prend 2 tournevis ? Ouais. Ah, je sais pas. T'as un choix à faire. Il y a des vrais choix à faire. Ouais. Et voilà. Et après, il y a aussi les voiles. Parce que donc, j'ai 8 voiles à bord. Et les voiles, quand je m'en sers pas, je les mets à l'avant dans la soute à voile. Et en fait, parfois, il faut les mettre à l'arrière. Donc, il faut les sortir, il faut les porter. Les voiles, elles font à peu près entre 50 et je crois que la plus lourde, elle doit faire 80 kilos. Et donc, ça s'appelle matosser. C'est tout le matos. Il faut le matosser pour l'équilibre. Bouger pour équilibrer comme il faut le. Ouais, donc c'est vrai que c'est une dimension extrêmement physique, quand même, qu'on n'imagine pas. Et surtout qu'il y a le côté. Tu as imaginé ça là, ici, et puis à l'imaginer en mer avec toutes les conditions, j'imagine parfois qui peuvent être assez extrêmes, c'est encore autre chose. Ouais. Ça fait entre 300-400 kilos au départ. Et du coup, chaque manœuvre représente une bonne séance à la salle. C'est vraiment ça. Globalement, ça fait beaucoup de sport. Ça fait beaucoup de sport. Et donc, là, on a parlé de la question de la nourriture, de la question du cockpit. Comment est-ce que toi, tu t'aménageais d'ailleurs à l'intérieur ? Parce que tu dis, tu as passé 3 mois ici. Il faut que ce soit aussi un petit peu ton lieu quand même. Ouais. T'as une façon un peu de le personnaliser, de faire en sorte que tu te sentes chez toi. Ouais. Alors, donc l'intérieur, c'est tout vide. Il n'y a pas de salle de bain. Le lit, c'est un matelas que je bouge aussi. Pas de cuisine, donc c'est juste un petit réchaud. Et donc, comme c'est tout vide et qu'il y a... En fait, la seule chose qu'on voit quand on entre, c'est de l'élec. Il y a de l'électricité dans tous les sens, des capteurs et tout. Et donc, moi, j'ai en fait... Pendant tout le Vendée Globe, j'avais une photo par jour dans mes sacs d'avitaillement. Et donc, j'ai collé sur le mur en face de moi, autour de l'élec. Et à la fin, ça m'a fait une grande fresque. Et avec toute ma vie étalée. Mais ça me permettait de me sentir un peu chez moi et d'avoir toujours... de me rappeler des bons souvenirs. Pendant toute la course, j'ai eu énormément de soutien. Ouais. Et il y a une question qui revient souvent quand on fait découvrir un métier ou quelque chose, c'est à quoi ressemble une journée type. Mais j'imagine qu'une journée comme... celle-ci, est-ce qu'il y a vraiment une journée type sur une course de Vendée Globe ou des choses qui se font quand même tous les jours ? Il y a des choses qui se font tous les jours. Par exemple, la météo, elle est cadrée avec les fichiers météo qui sortent à certaines heures. Et donc, notre journée, elle est un peu rythmée par ça. Moi, je suis un peu psychorigide sur les repas. Genre, j'aime bien manger à midi, à 8h. Et je suis assez cadrée pour pas faire n'importe quoi parce qu'il y a le décalage horaire aussi tout du long pendant 3 mois. Et donc, voilà, ça rythme ma journée. Et ensuite, on dort autant... un peu plus la nuit, mais on dort aussi le jour parce qu'on fait plein de petites siestes. Et là, sur des formats de course de 3 mois, je fais des siestes de à peu près 1 heure. La plupart du temps, je faisais 1 heure. Et donc 1 heure tous les combien de temps ? Tu vois comment ça fonctionne globalement c'est un peu comme je veux et en fonction de la météo. Donc des fois, je vais faire 1 heure. À la fin de la sieste, il faut que je me réveille pour vérifier que tout va bien, que le bateau va toujours aussi le plus vite possible. Et si je peux retourner faire une sieste. Mais je suis obligée de vraiment me réveiller, sortir dehors, faire tous les checks et après me rendormir. Et ce rythme de sommeil qui est évidemment très particulier, est-ce que tu es déjà dans ce rythme un peu bizarre avant de commencer la course ou c'est dès que tu commences la course que tu mets en place ce système ? Pas du tout. En fait, avant la course, on fait des formations de sommeil. On apprend plein de choses et en fait avant la course on essaye de cumuler le plus de sommeil possible, donc je faisais des grandes nuits et la journée je faisais une sieste de 2 heures quasiment, enfin vraiment une grosse pause en milieu de journée et c'est dur parce qu'il y a un peu de stress aussi avant le départ. Et ensuite quand on part en mer, souvent les premiers jours on dort pas très bien parce qu'on a du mal à s'adapter. Au début je faisais des siestes de 10-20 minutes et après j'ai rallongé petit à petit et on a un peu l'adrénaline et après du coup on se met en dette de sommeil et après on prend le rythme parce qu'on est fatigué et donc on dort direct. Oui, de toute façon au bout d'un moment je pense que tu es contente de pouvoir dormir même 1 heure, tu le prends et, c'est ça. Et ça doit faire du bien. Donc il y a quand même des rituels ou des choses que tu avais au quotidien. Et c'est vrai que alors là on continue sur les éléments pratiques, après on va enchaîner sur la course, mais il me semble que dans une de tes vidéos tu expliques que tes cheveux sont devenus de la paille. Ça pose d'autres questions, qui est la question de comment est-ce que tu fais en sorte pour faire ta toilette, etc. C'est quoi d'un point de vue pratique ce genre de choses ? Comment ça fonctionne ? C'est hyper rudimentaire. La douche, c'est compliqué parce qu'en fait, faut s'imaginer vraiment le bateau, il va vite, ça
tape souvent c'est JT, donc il y a l'angle, et donc on se tient comme ça. Enfin, c'est pour se déplacer dans le bateau, souvent il faut se tenir, quoi. Et du coup, pour se doucher, c'est soit il fait très chaud dans les alizés, et là, près de l'équateur, c'est trop bien, et je prends un seau d'eau de mer, je me douche complètement. Soit ça, c'est juste des petites lingettes, si c'est la tempête. Oui, si l'eau est glaciale, t'as pas trop envie de l'utiliser. Ouais. Puis des fois, c'est l'eau glaciale. Et voilà, c'est à peu près une douche tous les 5 jours. Mais ouais, c'est compliqué. Il paraît aussi qu'au bout d'un certain temps en mer, tes mains sont même cornées à force de tirer sur les cordes et de faire appel. Ouais. C'est pas très beau. Mais oui, les mains, 3 mois en mer, elles s'adaptent. Et puis, en fait, ce qui est bizarre aussi, c'est l'humidité. En fait, on est tout le temps dans l'humidité. Et là, c'est mes ongles. C'était tout mou à la fin. Là, c'est le corps il a du mal un peu à s'adapter. Tu vas faire un petit spa en rentrant qui va te faire du bien. Dans les différentes étapes qu'on peut voir, il y a le passage aussi du Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. C'est une étape assez importante. Tu fais face à des rafales de vent assez impressionnantes, à des vagues aussi de 6-7 mètres, il me semble, c'est ça, dans ces eaux-là. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ces moments-là et comment est-ce que tu as vécu ce passage-là ? Là, c'était l'entrée dans les mers du Sud. Donc, les mers du Sud, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c'est un peu un tunnel pendant 1 mois. C'est des tempêtes à la suite. Donc, ça me faisait forcément, j'avais un peu l'appréhension. Et en plus, cette entrée était très difficile parce que on a une zone des glaces qui nous protège des icebergs et l'Afrique, il y avait très peu d'espace parce qu'il y avait une dépression qui prenait tout le passage. Et donc, on n'avait pas trop le choix. Donc, c'était vraiment aller dès le début, première grosse tempête, 6 mètres de houle. Et je crois que ma première journée dans les mers du Sud, c'était vraiment la plus dure. Parce qu'à cet endroit spécifique du monde, il y a aussi... en fait, sous l'eau, il y a des chaînes de montagnes quasiment. Et donc, ça monte énormément de mer. Il y a aussi les courants des aiguilles le long de l'Afrique qui descend. Et donc, tout ça crée une mer horrible. Et là, il y a eu une journée où vraiment mon bateau me faisait n'importe quoi. Je partais, le bateau part au tas. Donc, ça veut dire qu'il se renversait un petit peu sur le côté. Et c'était chaud. C'était dur, cette entrée. À ce moment-là, entrée. qu'est-ce que tu ressens ? Tu ressens quand même de la peur dans ce genre de moment ? Ouais, de la peur au début de l'appréhension, et puis après de la peur. Et puis en fait, on est dans un état d'hypervigilance en permanence. C'est hyper dur de dormir parce qu'on dort en écoutant le bateau, et puis de temps en temps, on sent qu'il monte dans une vague. On est prêt à sortir. Non, vas-y, c'est bon. Ça tient. Et en fait, c'est ça tout le temps, en fait, pendant des jours et des jours. Oui, c'est un truc à devenir un peu parano sur le côté. Attends, est-ce que là, j'ai entendu un truc qui va pas ? Ou est-ce que ça, je l'ai bien arrangé ? Ou est-ce que je l'ai... C'est ça. Faut arriver à se faire confiance, finalement, aussi. En fait, c'est vraiment un truc que j'ai découvert sur le Vendée Globe, c'est qu'il faut vivre avec l'angoisse. Et c'est vraiment, il faut vivre avec l'inquiétude. Et c'est assez particulier, mais je pense que ça m'a appris trop de choses, ça m'a rendue plus forte, mais des fois j'ai eu vraiment peur et en fait je pouvais rien y faire, fallait que je continue, que j'avance, que je traverse la tempête et pour le coup des fois je m'inquiétais parce que j'avais peur que mon bateau casse. J'entendais des craquements, des choses comme ça. Vraiment je me suis dit mais en fait ça sert à rien de vivre 2 fois, ça sert à rien de s'inquiéter parce que tu souffres 2 fois en fait. Oui, tu souffres. T'appréhendes le truc, donc tu souffres et si après il se passe quelque chose, tu souffres encore une fois. Tu as dans le cas où ton bateau casse dans ce genre de situation, évidemment, tu vois, ça c'est un truc qui paraît assez flippant. Quelles seraient à ce moment-là les démarches ? T'as moyen quand même de communiquer, d'alerter sur ta situation ou comment ça se... En fait, si on a des moyens de secours quand même, on a des balises satellitaires. Si on la déclenche, on abandonne la course directe, mais les secours peuvent venir nous chercher. Alors, il y a des endroits dans le monde où pour venir nous chercher, c'est super loin. Et donc, ça met plusieurs jours. Donc, notre seule sécurité, c'est les concurrents. Donc, il y a ça quand même. Il y a une sécurité. On sait que si je casse une pièce technique, c'est embêtant pour la course. Mais en fait, il y a vraiment plusieurs niveaux. Différents degrés de dangerosité. Il y a un certain niveau, c'est pas tomber de son bateau, ça, c'est vraiment... faut pas, quoi. Et donc, il y a quand même le danger, il est quand même toujours un peu là, quoi. Même si on a tout ça, faut faire gaffe. Et c'est vrai que tu parlais de la question des autres concurrents qui pourraient éventuellement devenir en aide. T'as raconté d'ailleurs des exemples. Et t'as un moyen quand même de communiquer du coup avec eux. À quoi ça ressemble ? C'est quand vous êtes suffisamment proches peut-être pour échanger ? Alors quand on est suffisamment proche, on a la VHF comme un talkie-walkie. Et quand on est... sinon j'ai WhatsApp en fait. En mer, j'avais très peu de choses. J'avais juste WhatsApp, l'appel. Et
Et c'est tout. Et j'avais le site du Vendée Globe où je regardais les actus pour avoir toutes les infos des autres concurrents. Okay. Mais c'est les seules choses que j'avais. Et donc WhatsApp, quand il y a du réseau et quand tu arrives à capter, tu l'as. Je l'ai même, tout le temps. Même tu as son, via le. Oui, quand tu appelles, il faut attendre. T'as 3 secondes de décalage à chaque fois. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Et du coup, la communication avec les autres, quelle est l'ambiance, on va dire, entre les différents participants? J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même une forme de complicité parce que vous viviez tous quelque chose d'incroyable. On a dit, il y a aussi parfois des secours en mer, des vrais moments d'entraide. En course, comment ça se passe? Quand vous échangez, ça parle de quoi? C'est trop bien en vrai parce que c'est la première fois que je vis ça. Il y avait une vraie. Je parlais vraiment avec des concurrents. Alors déjà, quand on se croise en mer, forcément à chaque fois on se parle, de dire mais comment tu vas, comment tu ressens, tout ça. Et puis après j'ai des amis aussi dans la course. Un de mes amis, c'est concurrent number one des bateaux de la même catégorie que moi, on va dire. Et du coup, tous les jours, on se faisait des vocaux. Non, mais c'est un truc de fou, là, ce qu'on vit. Vraiment, on se racontait notre vie. Et puis, je pense que des fois, on s'ennuie aussi un petit peu. Donc, des fois, on parle et on a la sensation de vivre la même chose avec les concurrents. Donc, on parlait du passage du Cap de Bonne-Espérance. C'est quoi le plus grand danger en mer, selon toi? Le plus grand danger, c'est de tomber. C'est de tomber du bateau parce que trouver un humain dans la mer, en fait, c'est une toute petite tête qui sort de l'eau. Donc, avec les vagues, c'est impossible, quoi. Et donc, on a des balises sur nous, mais pas tout le temps. Le gilet, c'est un peu un leurre. Enfin, ça va pas te sauver non plus. Ça te permet de gagner un peu de temps. Donc, en fait, l'idée, c'est d'être le plus possible attaché au bateau. Donc, quand je vais faire des manœuvres à l'avant, je m'attache, j'ai un harnais et je m'attache. Enfin, vraiment, c'est moi, ma sœur m'a dit, Violette, la vie est importante avant de partir. Donc, dès que je faisais une manœuvre sur le pont, je pensais toujours à mes proches et je me dis, non, c'est trop important. On parlait de tes proches, justement. Il y a des moments qui sont toujours des moments souvent importants pour beaucoup de personnes dans l'année, les fêtes de fin d'année, etc. Toi, tu as passé Noël et le Nouvel An seul sur ton bateau. Comment est-ce que tu as pu le fêter? À quoi ça ressemble un moment comme ça en mer? Je l'ai trop bien vécu parce que je sais qu'il y en a, c'est assez dur, mais moi, franchement, j'ai trop kiffé. Parce que j'ai passé mon Noël, déjà, je pensais que j'avais pas de cadeau. Et du coup, j'ai fait toute ma journée où je dis, j'ai pas de cadeau, mais bon, c'est pas grave, je ferai au retour. T'étais où à ce moment-là, avant de... J'étais dans l'océan Indien. Ah oui, j'étais sur la fin de l'océan Indien et début du Pacifique, je crois bien. Et en fait, dans la journée, il y a mon équipe qui m'a dit « Mais ici, regarde, dans tel sac !» Et du coup, là, j'ai trouvé plein de petits trucs et j'étais trop contente. Heureusement que t'étais pas tombée dessus avant, quand même. Il y avait un effet surprise. Ouais, c'était caché. Et après, j'avais un repas préparé, Noël, spécial Noël. Et ensuite, Nouvel An, ça m'a rien fait, en fait. Je me suis dit, ils font la fête à terre, mais c'est pas grave. Et de toute façon, on savait pas sur quel fuseau horaire fallait le fêter, donc t'étais... Oui, en plus, parce qu'il y a vraiment un décalage. En fait, j'ai vécu une journée de plus. J'ai vécu 2 vendredis, parce que, c'est assez rigolo. Et du coup, j'ai passé le Nouvel An le jour où je passais le point Nemo, le point le plus éloigné de toute la civilisation. Où on est plus proche de la station ISS que de la civilisation. Point, et du coup, c'était trop stylé. Je me dis, c'est trop bien. Mais c'est vrai que, tu vois, ça fait 2-3 fois qu'on parle de l'espace. Enfin, là, on a parlé de l'ISS, on parlait de la nourriture qui est similaire. Je pense qu'il y a beaucoup qui font ce parallèle sur le côté. T'es isolé, tu parais loin de tout. T'as moins de contact avec t'as quand même du contact, mais qui est pas parfait, que ce soit dans l'espace ou en mer. Quel parallèle, toi, tu vois entre les... Ouais, c'est ça. Et c'est aussi le fait d'être confiné, quoi. Dans un petit espace, que tous les gestes du quotidien deviennent difficiles. Vraiment, le truc, c'est une anecdote, mais mes cheveux, ça devient un enfer en mer. C'est vraiment, ça me fait une dreadlocks complète. Et je pense que dans la station SS, les filles, c'est sûrement pareil. Donc c'est ça, c'est la vie quotidienne est très particulière. Donc voilà, on parlait de Noël. Est-ce qu'il y a des objets des objets ou des choses que tu n'as pas le droit de prendre sur ton bateau qui sont interdits par le règlement? Bonne question. Bon, visiblement, rien de... Ah si, t'as pas le droit d'avoir d'animaux de compagnie. Oui. Pour la maltraitance. Nos téléphones sont quand même surveillés, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir d'assistance de météo. Et donc tout ça, c'est surveillé un petit peu.
Et toi, du coup, si t'as pas le droit à une assistance, comment est-ce que toi, techniquement, tu fais un point sur la météo et tu regardes à quoi ça va ressembler? C'est quoi ce que tu utilises? Alors, donc je récupère les fichiers météo. Donc, c'est des fichiers bruts. Donc, dans le monde, il y a plusieurs entités qui font des fichiers météo. Il y a les Américains et les Allemands, etc. Et donc, je les compare. Et après, je les passe dans la moulinette du logiciel de routage. Donc, c'est un logiciel qu'on doit maîtriser et qui nous sort une route. Et ensuite, j'analyse la route. Et parfois, la route, elle n'est pas vraiment réaliste parce qu'elle va jouer avec du vent trop fort ou du vent trop faible. Et donc, avec l'expérience, il faut arriver à repérer arbitrer, ça. À se dire, est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est trop ambitieux? Est-ce que c'est ça. Et puis, des fois, les fichiers, ils sont totalement mauvais. Parce qu'ils sont décalés, ils sont pas en phase avec ce qui se passe réellement. Et du coup, je prends par exemple des photos satellites des nuages et je compare avec ce que je vois, avec ce que je ressens. Enfin, il y a vraiment plein de choses à analyser et je fais ça tout au long de la journée, tout le temps. D'où la dimension physique et technique et intellectuelle même qui est importante. Tu as croisé des icebergs. Dans quelle mesure est-ce que c'est réellement une menace et comment est-ce que tu fais quand tu fais face à ça? Alors, c'était pas arrivé depuis peut-être 12 ans ou 13 ans, je sais plus. Mais en fait, au tout début du Vendée Globe, c'était des tarés. Les navigateurs partaient et en fait, ils allaient le plus proche possible du pôle sud pour faire le moins de route possible. Sauf qu'ils jouaient avec les icebergs. Et ensuite, ils ont mis en place une zone des glaces pour nous protéger de ça. Sauf que le problème, vous n'avez pas le droit d'aller dans la zone des glaces et vous devez respecter. Si on rentre dedans, on a des pénalités, etc. Et en fait, donc c'est censé nous protéger, sauf que les icebergs, ça bouge très vite, ça dérive, etc. Et là, sur la course, il y a 2 énormes icebergs qui sont montés trop nord, enfin plus nord que la zone. Et c'était pile sur notre chemin. Donc on était un groupe de 5, on était assez proches avec les concurrents. Ouais, il y en a 3 concurrents qui ont vu les icebergs. C'était un énorme truc de 300 mètres et il y avait un autre de à peu près 100 mètres. Et en fait, ce qui est dangereux, c'est ça, mais c'est aussi les growlers. C'est des fragments d'iceberg. Et donc, j'ai passé la journée à regarder dehors parce qu'ils ne sont pas vus par les radars, forcément. Et voilà, donc c'était vraiment, fallait regarder. Et chaque petit mouton de mer, à chaque fois qu'il y a un peu de mousse, je me dis, il y a un growler. Non, c'est rien, c'est une vague. Ouais, il faut être capable d'être très réactif à ce moment-là et de pouvoir ajuster s'il faut. Ouais, donc c'est le genre de choses, encore une fois. J'ai pas vu, mais je suis passée à 20 000. Ça fait à peu près 30-40 km. Ouais, mais c'est le genre de choses où effectivement, même les petits bouts de glace, comme tu le dis, c'est pas à ce moment-là que tu vas faire une sieste d'1 heure. Ah ouais, non. C'est parti de Pombo, t'es plus concentré. Début janvier, il me semble, le passage du Cap Horn, donc tout au sud de l'Amérique du Sud. Là aussi, c'est un moment qui était assez difficile. Tu as décidé de ralentir, quitte à laisser passer d'autres skippers. Il me semble que tu en avais parlé sur Instagram. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi avoir fait ce choix à ce moment-là? En fait, ça faisait 6 jours avant le Cap Horn que je regardais la météo et je voyais pas d'échappatoire. En fait, je voyais une dépression se former et une tempête se former et prendre tout le passage au Cap Horn. À l'ouest, il y a la côte de l'Amérique latine. À l'est, il y a la zone des glaces où on n'a pas le droit. Et entre les deux, il y avait les îles Falkland. Et moi, on m'a toujours dit, les îles Falkland, c'est là où il y a le plus d'épaves de bateaux. Il y a plein de bateaux qui se font avoir. Et donc, vraiment, il y avait peu d'espace. Et je le sentais pas du tout. Ça m'inquiétait beaucoup et en plus je connais pas cette zone et moi on m'a toujours dit le Cap Horn ça accélère, faut se méfier des fichiers météo parce que c'est souvent plus fort, etc. Et en fait au final donc j'ai pris la décision d'arrêter. On était 3 à avoir ralenti. C'était très dur parce que j'ai vu tout mon paquet de concurrents partir. 5 bateaux qui sont passés devant moi et c'était super dur. Et en fait, ils ont eu un peu moins de vent que prévu. Okay. Donc ça s'est super bien passé pour eux. J'avais même peur pour eux en fait, au final. Et donc je suis passée après et moi je me suis pris une deuxième tempête en pleine face pendant 3 jours. Donc voilà, c'était un choix dur à prendre. C'était peut-être pas le meilleur, mais c'est dans une situation comme ça, on peut pas savoir quoi. Mais surtout quand c'est la première fois là que tu le fais et il y a, je pense, encore une fois, cet aspect de nouveauté sur plein d'aspects, tu te dis bon, faut aller jusqu'au bout. Je voulais pas aller jouer là-dedans. Et c'est comme ça. Je peux pas. Je sais pas si je regrette. Je sais pas. En fait, tu peux jamais savoir comment ça se serait passé autrement. Il y a toujours tout un tas de questions quoi. Est-ce que sur ton trajet, une course comme celle-ci, tu croises ou tu vois des traces de la pollution? Ouais, un petit peu.
Je crois que j'avais beaucoup de filets de pêche et de morceaux de plastique. C'était dans l'Atlantique du Sud. Donc que je récupérais en fait dans mes appendices, donc dans les safrans, ce qui me permet de diriger le bateau, et je les mettais dans ma poubelle. Et après, la grosse pollution qu'on voit, c'est les sargasses. C'est des algues qui prolifèrent en ce moment dans l'océan Atlantique, qui viennent au début d'Amazonie, mais en fait maintenant qui remontent jusqu'en France parfois. Donc c'est vraiment... ça nous embête beaucoup en mer parce que ça se prend dans notre bateau. Mais surtout, c'est un truc de fou. Comment... Des fois, on se dit, c'est pas possible qu'il y en ait ici. Et enfin, il y a aussi on a des cours météo et t'as tout qui est à peu près rythmé, en fait. Autour du globe, tu sais qu'à tel endroit, tu vas récupérer ça, comme vent, etc. Et plus ça va, plus tu sens que les phénomènes, en fait, ils gagnent en intensité. Oui, il y a certaines choses qui sont perturbées ou qui sont soit plus intenses, ça, c'est ce que dit la science sur certains phénomènes, soit plus aléatoires dans certains cas aussi. Oui, c'est ça, un peu moins calé, un peu plus surprenant. Mais en tout cas, je crois que les scientifiques, ils parlent surtout du fait que ça s'intensifie. Est-ce que tu arrives à savoir quelle est la plus belle chose que tu as croisée lors de ce voyage ? Juste avant le Cap Horn, c'était le lendemain des icebergs. Donc on avait des vents qui venaient du pôle sud et qui nous apportaient des vents très très froids. Ça faisait des nuages énormes. Enfin, c'est assez fou de voir. Le ciel change beaucoup. Et je me souviens qu'il y avait de la neige sous les nuages, la grêle. Entre les nuages, il y avait des arcs-en-ciel. Dans les mers du Sud, on a des albatros qui nous suivent tout du long. Donc, c'est des immenses oiseaux qui ont une envergure ça peut aller jusqu'à 1,50 m. Et ils planent. Enfin, c'est trop beau. Et en plus de ça, sur cette zone du monde, c'est un peu le jour quasiment sans fin. On avait 5 heures de nuit. Et du coup, la nuit était assez claire et c'était fou. Enfin, franchement, tout combiné, c'était incroyable. Ouais, c'est des moments où tu arrives quand même à profiter malgré l'enjeu et malgré tout le reste, tu arrives à te poser quand même. Ouais, et puis la veille, j'avais passé les icebergs, alors j'étais tranquille et j'étais là, wow, c'est fou. C'est le réconfort après le stress de la veille. Et c'est vrai que c'est là aussi une question qui revenait souvent, c'est dans quelle mesure sur 3 mois de course, t'as du temps pour toi, t'as du temps pour réaliser ce qui se passe, réaliser ce que tu vois, réfléchir aussi peut-être ou juste se poser. Réfléchir à ma vie. C'est ça, dire qu'est-ce que je fais ? Non, j'ai beaucoup réfléchi à ma vie. Parce que oui, tous les jours, on a un peu de temps. En fait, y a des jours où ça va être non-stop et on est au bout de sa vie, niveau fatigue, etc. Et puis parfois, pendant 2 jours, il se passe rien. Parfois, je peux même pas sortir du bateau parce que tout est trempé, ça tape, c'est dangereux. Donc, je reste un peu à l'intérieur. Donc, dans ces moments-là, j'ai beaucoup de temps. Parfois, il y avait de l'ennui. Donc, j'ai beaucoup lu. J'ai écrit aussi. Tous les jours, je faisais une page dans un petit carnet. Et j'écoutais beaucoup de podcasts, de la musique. Tu avais fait des recharges de musique et de choses à écouter aussi pendant le... Et c'est vrai que je pense que on en parlait avant l'interview, mais je pense que cette dimension d'être seul quand même, et pas forcément de le sentir comme une solitude, mais simplement d'avoir du temps pour toi, déconnecté pendant aussi longtemps, je pense que c'est un des aspects qui fascine aussi beaucoup et qui, je pense, donne envie aussi, il faut le dire, à pas mal de personnes qui se disent moi je suis dans ma vie, je suis dans mon truc, j'aimerais bien prendre ce recul. Je pense que c'est un truc qu'on vit, ou en tout cas qu'imagine beaucoup de monde. C'est une des choses que j'adore en mer, c'est souvent ça te laisse du temps, de l'espace pour réfléchir et c'est là où je trouve plein d'inspiration et souvent ça me donne des idées après pour créer en fait c'est quand même des périodes sympas. Et mi-janvier, donc là c'est beaucoup plus récent, après déjà environ 2 mois de course, tu postes une vidéo dans laquelle tu montes tout en haut pour réparer quelque chose. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'était ? La vidéo était impressionnante, parce qu'il me semble que tu montes à près de 28 mètres, donc c'est quand même impressionnant à voir. Comment était cette expérience pour une première comme ça ? Alors, c'était la première fois que je montais en solitaire en mer comme ça. Dans la tempête que j'ai prise juste après le Cap Horn, j'ai une voile qui est tombée à l'eau. C'était vraiment dans du vent fort, j'ai dû la récupérer. C'était hyper compliqué, c'était un gros moment difficile du Vendée Globe. Et donc je pouvais plus mettre ma voile, il y avait un système qui avait cassé en haut et donc il fallait que je monte. Donc j'ai attendu 3 jours, j'ai choisi des conditions hyper calmes pour monter là-haut, faire une réparation. Je suis passée 2 heures dans le mât et ce qui était... en fait, moi, ma petite angoisse, c'était que mon système de mon descendeur,
ils me descendent pas. Okay, J'avais trop peur de monter tout en haut du mât et de rester bloquée. Et comment je fais J'avais pris sur moi, le téléphone satellitaire, j'avais pris d'autres systèmes pour pouvoir redescendre et tout. Et voilà, ça s'est super bien passé. J'étais trop fière de moi. T'as réussi à redescendre. Ouais. Il y a eu un truc, il y a pas. Et j'étais trop contente. J'ai dit, je suis une warrior et tout. Et j'étais vraiment trop contente. Et puis, c'est assez beau de prendre de la hauteur, de voir mon petit bateau tout en bas. Ouais. Et en fait, 3 jours après, là, j'ai une autre voile qui est tombée. Sauf que là, c'est la grande voile. La grande voile, c'est celle qui est tout le temps à poste. Et sans celle-là, c'est impossible d'avancer. Et du coup, pour le coup, j'ai dû monter, mais tout de suite, dans le mât. Et il y avait 1 mètre, 1,50 m de houle. Et en fait, ça suffit pour que le bateau il roule dans les vagues. Et là, c'était horrible, vraiment. J'ai hésité à monter, mais j'avais pas trop le choix, dans tous les cas. Et je me suis fait mal. C'était horrible. Ouais. Horrible. La vraie difficulté, c'est que comme le bateau roulait et qu'en plus, j'avais pas ma voile pour me tenir sur le côté, je faisais des tours autour du mât. En fait, je me cognais dans tous les sens. Et j'avais trop peur de me faire mal. C'était... Ouais, c'est parti de tes gros moments de stress. T'as pas envie de revivre forcément 10 fois d'affilée. C'était le pire moment du Vendée Globe. Et tu penses que c'était celui-là? Ah ouais, c'était horrible. Ouais, parce qu'il y avait un sentiment de surprise et d'un coup de devoir réagir. C'est ce sentiment d'urgence en plus qui a ajouté quelque chose. Une urgence. Et puis, en fait, normalement, pour monter au mât à terre, je peux le faire en 15 minutes. Là, j'ai mis 1 heure parce que j'arrivais pas. En fait, j'essayais de m'accrocher en faisant le tour du mât, de mettre des systèmes. Et en fait, le mât est trop grand. Et puis, je bougeais. Je me cognais. Franchement, j'ai eu peur de me casser un bras. Et c'était très dur physiquement. Après, j'ai mis 3 jours à m'en remettre. J'ai cru comprendre qu'il y a certains océans qui étaient plus durs que d'autres. Ouais. Donc, pourquoi et à quoi c'est dû? Parce que les mers du Sud, en fait, il y a un courant qui fait tout le tour. Et puis, il y a plein d'enjeux avec la force de Coriolis de la Terre, les dépressions, etc. Et donc, en fait, les vents, ils vont dans un sens et ils tournent. Et il s'arrête jamais parce qu'il n'y a pas de continent. Et tout est alimenté avec le froid du pôle, les vents chauds qui redescendent. Et donc, ça rend une zone vraiment très active, avec tout le temps des vents forts. Et c'est pour ça qu'on me dit, les mers du Sud, c'est du vent fort. Et de la mer. Et après, il y a certaines caractéristiques, comme l'océan Indien avec la chaîne sous-marine. Ou alors, il y a l'océan Atlantique, qui est assez plat. Il y a une zone, c'est les alizés. Les alizés, c'est des vents chauds, assez stables. Donc voilà, il y a vraiment des... Il y en a qui sont plus... Et puis il y en a, t'avais déjà fait l'Atlantique. Il y en a qui ont... Oui, où t'avais une forme d'habitude, c'est peut-être pas le bon mot, parce que je me dis, il y a toujours une forme de surprise, mais des choses que t'avais déjà eu l'occasion de faire. Quand on approche de la fin, donc c'est à peu près un jour, je sais pas si c'est 1 jour ou 2 jours avant ton arrivée, il y a quelque chose qui va survoler ton bateau. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe à ce moment-là pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo sur Instagram? En fait, il y a un avion de la marine qui a survolé mon bateau, celui de Louis Duc aussi, dans lequel il y avait Charlie Dalin, donc le vainqueur du Vendée Globe. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup émue parce qu'il y a mon copain qui était aussi dans l'avion et que j'avais pas vu pendant 3 mois. Et je trouvais ça fou. Ça a été énormément d'émotions parce que c'était fou de se dire j'avais fait mon Vendée Globe, lui il était dans un avion. Je sais pas, c'est perdu au milieu de nulle part et on a pu se parler un petit peu. Trop bien, incroyable. Et surtout que j'imagine c'est ces moments où tu te dis bon là, j'y suis presque. Je sens que je suis quasiment arrivé. J'étais sur un petit nuage jusqu'à l'arrivée après. Ouais, j'imagine. Et donc t'arrives, ça c'était les images il y a quelques jours. T'arrives au niveau des Sables d'Olonne, tu vois ce monde, déjà ces images mais qui sont toujours impressionnantes de tous les bateaux autour. Ouais. Tu vois le truc, c'est le cas à chaque édition, mais c'est toujours impressionnant. Et tu vois le monde, quand tu vois ça, au fur et à mesure, tu te rapproches, tu vois ce monde de plus en plus visible. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai halluciné complètement. C'était trop d'émotions d'un coup et j'étais vraiment sous le choc un peu. Et puis vraiment, je réalisais pas du tout. Et même encore aujourd'hui, j'en parle beaucoup, mais c'est bizarre. J'ai aussi l'impression d'être en dehors de moi-même, quoi, à certains moments, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'un coup, quoi. Et
Et je m'attendais pas à autant d'émotions. Et il y a surtout dans le chenal, il y avait le virage bio. J'ai appris ça. En fait, c'est tous mes copains qui se sont liés. Ils ont fait un compte Insta, etc. Pour créer vraiment le plus d'ambiance possible. Ils étaient déguisés en dinosaures. Je crois qu'on l'a vu sur le live. C'était trop bien de voir tout ça et c'était incroyable. J'imagine que c'est une émotion. Et puis, est-ce que c'est des moments que tu imagines, que tu visualises pendant la course ? Est-ce que tu penses à l'arrivée ? Un petit peu, mais j'essayais de pas trop visualiser parce que j'avais... Ouais, parce qu'en fait, ça me montait les émotions. Et je me dis, reste concentré. C'est le genre de choses où... Oui, ça peut te détourner finalement, on va dire, de la course et de tout ce qui reste avant, quoi. Pendant toute la course, je me suis toujours dit, demain, ça peut s'arrêter. Demain, ça peut casser. Et du coup, il faut profiter surtout de la journée, quoi. C'est vrai que, est-ce qu'il y a des moments, du coup, où en 3 mois, tu craques et t'en peux plus et tu te dis, c'est dur, quoi. Ouais. Ah oui, je craquais plein de fois. Hein. Ouais. Mais par exemple, à la fin de ma 2e montée au mât, donc j'ai passé quasiment 4 heures à réparer. Enfin, j'ai fait 1 heure de montée au mât, mais après j'ai dû réparer en bas. Et au moment où c'est bon, j'ai réussi à remettre ma voile. Tu sais, j'ai explosé de... Non, pas de joie, j'ai pas explosé de joie. J'ai hurlé. Ouais. Et j'ai hurlé, j'avais besoin de tout sortir. Et après, j'ai pleuré. Genre, j'ai appelé mon équipe, j'ai juste besoin de parler. Je savais, ils pouvaient me dire n'importe quoi. J'avais juste besoin d'avoir quelqu'un au téléphone, quoi. J'imagine. Et en même temps, tu disais, tu ressens pas forcément la solitude en tant que telle. Non. C'est plus la difficulté, on va dire, de l'épreuve. Ouais, c'est vraiment... déjà, on se sent jamais seul parce que je sentais que j'avais des concurrents autour. La difficulté, c'est ces épreuves-là. C'est la gestion de la peur, vraiment. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Vivre avec l'hypervigilance. Et puis, c'est la longueur. La longueur, quand même, pendant 3 mois. Il y a des moments où je m'ennuyais. Ouais. Et en fait, je me disais, à la fin du parcours, je me disais, mais quand je m'ennuie, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est bien, je m'ennuie, mais te plains pas, c'est bien. Vaut mieux ça qu'avoir quelque chose à réparer en urgence. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois ce monde. On parlait de l'arrivée, tu vois ce monde. T'arrives, comment se passe le retour sur Terre ? Tes premiers pas, même tout simplement sur la terre ferme, est-ce que ça fait bizarre ? En fait, ça enchaîne. Les premiers pas, c'est direct, on passe sur une scène. Après, il y a la conférence de presse. Après, il y avait plein de médias aussi à la suite. Mon équipe m'a dit, de toute façon, tu vas être avec de l'adrénaline, vaut mieux qu'on fasse tout d'un coup. Ouais. Et comme ça, après, tu seras tranquille. Et ensuite, le soir, c'est la fête. Ouais. On fait une grosse soirée. Et le lendemain, ça réenchaîne avec les médias. Et donc, c'est ça depuis le départ. Donc, l'arrivée, pardon. Et donc, j'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps. Mais c'est aussi, je savoure. Enfin, c'est vraiment, c'est que des choses chouettes. C'est que du positif. Et donc, c'est... C'est vrai que le Vendée Globe, c'était ton rêve. C'était l'un de tes rêves, en tout cas, important. Maintenant que celui-ci est réalisé, c'est quoi les prochaines choses que tu veux faire ? J'imagine que tu réfléchis à le refaire dans 4 ans. Est-ce que tu as d'autres envies, d'autres choses importantes ? Oui, je réfléchis à refaire le Vendée sûrement en 2028. Et ensuite, il y a plein d'autres courses qui sont trop chouettes. La Route du Rhum, l'Ocean Race, ça, c'est des courses qui me font rêver. Et puis là, cette année, en 2025, je vais rejoindre un super projet avec Samantha Davis. Et ça va être trop, trop bien de pouvoir intégrer l'équipe en tant que co-skippeuse pour 2025. C'est un autre type de cours, forcément en duo, mais qui te parle aussi, que tu as envie d'essayer. C'est vrai qu'à travers ton parcours et tout ce que tu as pu partager ces derniers mois, c'est évident que tu as démocratisé ce sport, tu as participé à le rendre encore plus grand public, ce qui était déjà le cas avant, c'était déjà un sport grand public, mais qui, je pense, du fait peut-être de sa dimension technique, de tout ça, peut parfois paraître un petit peu lointain. Là, on sent qu'il y a un cap qui a été franchi. Est-ce que tu es consciente de ça ? Est-ce que c'est aussi peut-être quelque chose qui te tient à cœur de faire découvrir cette passion ? Ouais, ça me tient à cœur de faire découvrir cette passion et de partager vraiment ce que je vis. Alors, c'est toujours dur de partager le côté technique, forcément, parce que parfois, je skippe un peu la partie stratégique et je la garde pour moi. Mais par contre, je parle de tout ce que je vis vraiment côté aventure en mer.
Et je l'ai toujours fait sur mes petites vidéos YouTube, etc. Et donc là, on continue, ça prend une autre dimension, mais j'aimerais bien pouvoir continuer de le faire avec la même authenticité dans le futur. Parmi les gens que tu as inspirés, il y a beaucoup de jeunes. Je voyais les commentaires, mais même sous le post sur Instagram, on avait partagé ça et sous tes vidéos aussi. On voit qu'il y a des jeunes, parfois des très jeunes aussi, qui sont inspirés par ce que tu fais. Et c'est inspiré peut-être sur la dimension, peut-être que moi aussi je veux faire la voile plus tard, mais c'est aussi inspiré par l'idée d'entreprendre, de faire des choses, de suivre éventuellement une passion que tu veux faire. Tu soutiens une fondation, la fondation Apprentis d'Auteuil, dont t'es la marraine, qui vise à donner aussi de l'espoir aux jeunes qui cherchent à construire leur avenir. Ils sont sur tout un tas de sujets importants auprès des jeunes. Pourquoi est-ce que c'est important aussi pour toi, cette dimension-là ? Alors, j'ai décidé de faire le Vendée Globe en 2020, pendant le confinement. Enfin, je me suis dit, allez, il faut lancer le projet là. Et je me suis dit, c'était un peu le moment où tout le monde se remettait en question aussi. Je me suis dit, il faut que le projet, il faut qu'il y ait un sens, il faut qu'il y ait une utilité pour la société en quelque sorte, parce que être navigatrice, c'est bien, on met en avant des valeurs du sport, de l'aventure, etc. Mais au-delà de ça, en fait, c'est des projets. Enfin, le Vendée Globe, c'est tellement visible, c'est tellement populaire qu'il faut se servir de cette notoriété-là pour une cause et pour autre chose, pour aider la société. Et moi, une cause qui me touchait beaucoup, que je connaissais déjà, c'était celle de la Fondation Apprentis d'Auteuil, accompagner la jeunesse en difficulté. Et je les connaissais pas très bien, honnêtement, avant de les contacter, mais je les ai appelés, ils m'ont dit allez, vas-y, on va monter un projet ensemble. Et donc pendant 4-5 ans, maintenant ça doit faire 5 ans qu'on travaille ensemble, on a pu mettre en place plein de choses, et aujourd'hui, en fait, toute cette notoriété, elle est hyper positive pour nos sponsors, mais aussi pour la fondation Apprentis d'Auteuil, parce que ça leur permet d'augmenter la collecte de dons. Et puis après, ça permet de créer plein de projets où je vais dans les écoles, il y a des projets éducatifs pendant toute l'année. Et après, mon espoir, c'est de pouvoir faire rêver les jeunes, les inspirer à se lancer des défis. Et ouais. J'imagine que même pour toi, ça peut être parfois une source d'inspiration, parce que tu vois, c'est des jeunes qui, comme tu le dis, sont souvent dans des situations très difficiles et qui ont des parcours et en fait se battent aussi pour s'en sortir. Et ça peut être, j'imagine, même pour toi, super enrichissant et ultra inspirant de les entendre. Bien sûr, parce que en quelque sorte, j'ai quand même beaucoup de chance de faire tout ça. Et même si parfois je passe par des trucs très, très durs, c'est une difficulté qui est choisie. Et donc j'ai fait plein de belles rencontres à la fondation, et on rencontre notamment les mineurs non accompagnés, qui sont des jeunes qui arrivent sur le territoire, qui sont seuls, et ils ont une force mais incroyable. Et franchement, ça fait partie des très très belles rencontres que j'ai faites. C'est que c'est des jeunes qui se battent parce qu'ils parlent pas français, ils doivent tout apprendre et ils doivent s'insérer dans la société. Et franchement, ils sont hyper motivés. Et j'ai fait des très très belles rencontres, en tout cas à la fondation, qui m'inspirent aussi. Et je me dis, j'ai pas le droit de me plaindre, quoi. Vraiment, faut que je me batte, moi, sur mon bateau, parce que on est plein de jeunes à se battre, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est super pertinent ce que tu dis sur la dimension de la difficulté choisie, et qui n'est pas le cas forcément de tous. Et en même temps, je pense que beaucoup de ces jeunes, du coup, avec qui tu es en contact, ont été, j'imagine, inspirés par ce parcours et par cette course. Forcément, on va continuer à suivre tout ça. Je sais pas d'ailleurs si on te verra sur YouTube ou si tu as prévu de partager des choses, parce que tu as déjà posté sur YouTube pas mal de choses, mais est-ce que c'est des choses que tu as envie de continuer il va y avoir plein de petites surprises, je pense, à venir. Et en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup filmé. J'ai écrit aussi en mer, donc j'ai pas encore exactement... Je sais pas exactement ce que je vais faire, mais je vais faire quelque chose, c'est sûr. Oui, toi, tu auras envie de continuer à partager tout ça. Et sûr. On suivra évidemment tout ça. Merci beaucoup, Violette. Merci à toi. C'était trop cool. Franchement, on a abordé plein de choses différentes. C'était super intéressant de t'entendre. Et encore une fois, je suis sûr que ça inspirera tous ceux qui regarderont cette vidéo. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Et merci à vous aussi d'avoir suivi cette interview. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces échanges, ces interviews, que ce soit sur YouTube ou en podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Merci vraiment pour votre confiance. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et vous pouvez aussi nous suggérer d'autres invités pour ce format. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à très vite.